Toutes les espèces vont disparaître un jour ou l'autre, nous y compris d'ailleurs. Nous vivants, nous sommes aussi des gens qui subissons la mort et on se pose des questions. On se demande, est-ce que c'est juste, c'est normal? On a envie de trouver que c'est un scandale. La mort est une insaisissable alien. Elle nous est étrangère, on ne peut pas la saisir. La mort n'est pas vue comme la grande faucheuse. Elle serait plutôt vue comme la semeuse. Du coup, la vraie question à se poser, si la sénescence et la mort sont des traits sélectionnés, c'est en quoi la sénescence et la mort peut maximiser la reproduction. À la mort de certaines étoiles, eh bien, tout ce qui s'est formé à l'intérieur explose avec l'étoile et se répand. Des cellules disparaissent, d'autres apparaissent. Et ce renouvellement permanent va masquer une destruction permanente. Finalement, la mort, elle existe à tous les niveaux. Elle existe à tous les niveaux et chaque fois qu'il y a mort, il y a renouvellement derrière. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. C'est une petite méduse qui fait couler beaucoup d'encre. Elle s'appelle Turritopsis dorni. Et si elle fait tant parler d'elle ces derniers temps, c'est pour de bonnes raisons. Cette minuscule créature dont la taille ne dépasse pas quelques millimètres et qui passe son temps à dériver dans l'océan en mangeant du plancton, incarne un des plus vieux fantasmes de l'humanité. Échapper à la mort biologique. Surnommée la méduse immortelle, elle partage ce privilège avec de très rares espèces. Quel est donc son secret ? Contrairement à la grande majorité des organismes vivants, Turritopsis est capable d'inverser son cycle de vie pour rajeunir. Cette surdouée de la survie défie le vieillissement et rien de moins. Aurait-elle inventé une façon de se soustraire aux effets du temps ? Son extraordinaire tour de force intrigue les scientifiques et stimule les recherches de nombreux biologistes et généticiens. La grande question est posée. Pourra-t-on un jour vaincre la mort ou l'abolir ? Pourra-t-on faire reculer ses frontières ? L'humble méduse permet de l'espérer. Mais au fond, que savons-nous de la mort ? Quelle est la nature des relations que la vie entretient avec elle ? Peut-on saisir toute la complexité du vivant sans tenter d'en percer les mystères ? Si la mort semble de prime abord s'opposer à la vie, pourrait-elle cependant révéler un autre visage, une facette moins connue en tant que moteur de l'évolution du vivant ? La mort est un phénomène qui semble universel. Où que l'on projette son regard, on la rencontre. Même les objets inanimés disparaissent, ce qui est leur façon de mourir. Rien n'est éternel, même les étoiles du firmament s'éteignent au bout d'une existence qui se compte en milliards d'années.
Les gens adorent l'univers, trouvent ça très beau, mais je les mets au défi de passer quelques heures dans l'espace le plus froid qui existe, à côté d'une supernova absorbée par un trou noir, etc. C'est une violence inouïe. Il y a des endroits extrêmement froids, il ne se passe rien, c'est la mort totale, et d'autres où c'est extrêmement violent de ce point de vue-là. Peut-on dire que les étoiles naissent, vivent et disparaissent? Que deviennent les notions de vie, de mort et d'éternité pour un astrophysicien? C'est assez étonnant parce que certaines religions, comme la chrétienté, imaginaient un début à l'univers. Il n'y a que Dieu qui était considéré comme éternel. Donc cette notion d'éternité nous traverse toujours, mais on ne sait pas très bien où la mettre. Alors en ce qui concerne l'univers, on disait que le monde avait été créé, je crois, à peu près il y a 6 ou 7 000 ans. C'est ce qu'on lisait dans les almanachs. Et du point de vue des Grecs, eh bien c'est vrai qu'il y avait un monde éternel. On a longtemps pensé cela. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Einstein s'est trompé quand il a fait son calcul, quand il a essayé d'imaginer un modèle d'évolution de l'univers. Il pensait que l'univers était immuable. Donc du coup, il a introduit dans ses équations le terme qu'il fallait pour que tout reste stable. Et en fait, on sait maintenant, on avait vu grâce aux observations, qu'au contraire, l'univers est en permanence en train de changer d'état. Donc on est remonté à cette idée qu'il y a au moins pour l'univers que l'on observe une origine qui a 13,8 milliards d'années, et on le voit évoluer, la température ne cesse de diminuer, et il a une propriété extraordinaire qui a été découverte dans les années 20 par l'astronome Hubble, c'est que cet univers est en expansion. C'est-à-dire que l'espace s'étire continuellement. Si l'espace s'étire, et en plus en accélérant, ça veut dire que la lumière doit effectivement nous relier pour qu'on puisse échanger. Et nous avons découvert que l'univers subit une accélération tellement rapide que dans quelques temps, peut-être 50, 20 milliards d'années ou 10 milliards d'années, ou certains disent même moins que cela, eh bien l'accélération sera supérieure à ce que le temps que met la lumière pour atteindre les confins ou le bord, etc. C'est-à-dire, autrement dit, la lumière n'ira pas assez vite par rapport à l'accélération de l'univers. Et si tel est le cas, eh bien, ça se terminera d'une manière assez triste, la température. Ce sera le grand gel. Hein, le grand gel, c'est-à-dire que les températures sont telles que très basses, ça atteint le zéro absolu. Il y a plusieurs scénarios en fait. Hein. Il y a l'idée du grand rip, c'est-à-dire que tout s'étire d'une manière telle que même les atomes, même les protons disparaîtront, seront étirés. Et du coup, il n'y aura plus de causalité, il n'y aura plus de phénomène, parce que pour qu'il y ait phénomène, il faut qu'il y ait interaction. Et dans la mesure où les acteurs de ces interactions possibles s'éloignent trop vite les uns des autres, ils ne peuvent plus interagir. Donc c'est la mort thermique, un peu triste. Alors ça, c'est une des manières d'imaginer la fin de l'univers aujourd'hui. Ce qui a été extrêmement important dans l'évolution de cet univers dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a eu des changements de phase, des changements d'état très très violents. Vous aviez au début des températures excessives, des densités excessives, de l'énergie qui échangeait particules et lumière. Peu à peu, on voit apparaître des particules. Peu à peu, la lumière et les particules ont un destin un petit peu indépendant. Les particules elles-mêmes donnent naissance au noyau. Les atomes commencent à se former. L'univers devient neutre au point, neutre électriquement, de telle sorte qu'il permet à la gravitation d'entrer en scène. Et là, quand la gravité rentre en scène, eh bien, on voit apparaître des structures nouvelles qui n'existaient pas avant. Donc on voit bien que sans arrêt, il y a des nouveaux acteurs et d'autres acteurs disparaissent. Ils sont morts au sens métaphorique. Alors effectivement, une étoile, ça démarre comment? Ça démarre par une gigantesque quantité de gaz qui, sous l'effet de la gravitation, finit par donner au cours d'un processus qui peut être plus ou moins long, à la naissance d'un astre brillant, une étoile qui ressemble au Soleil ou toute autre étoile plus petite ou plus grosse. Mais cet état, ces changements d'état, c'est une évolution qui effectivement fait penser à la vie, parce qu'il y a un moment où on a du gaz, un moment où on a une étoile, un moment où on voit l'étoile disparaître. Donc effectivement, on peut parler dans ce sens-là de vie et de mort. À la mort d'une étoile, pour revenir à ce concept que nous suivons, eh bien, à la mort de certaines étoiles, eh bien, tout ce qui s'est formé à l'intérieur eh bien, explose avec l'étoile et se répand dans le gaz, dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu interstellaire, tout ce qui se passe, tout ce qui se situe entre les étoiles, et puis n'attend qu'une chose, c'est finalement d'être incorporé dans la naissance d'une nouvelle étoile.
comment la mort des étoiles a-t-elle contribué à générer la vie? Quels sont les liens qui nous relient au cosmos? Alors on pourrait se dire que nous sommes le fruit d'une alchimie céleste très complexe, très ancienne, qui a précédé d'ailleurs l'existence du Soleil, parce que le Soleil lui-même n'est pas la première étoile, le Soleil ne naît pas en même temps que l'univers, le Soleil arrive des milliards d'années après. Et donc il s'est passé des choses dont le Soleil hérite, qui conduit à la vie sur Terre en particulier. Et effectivement, de ce point de vue-là, nous dépendons, nous avons un tribut à nos étoiles qui nous ont précédés. C'est pour ça qu'on dit la formule que vous avez dû entendre, qui est nos ancêtres les étoiles, nos grands-mères les étoiles, parce qu'effectivement, les éléments dont nous sommes faits, le carbone de nos os, le fer qui est dans l'hémoglobine de notre sang, eh bien tout ça, ça a été fabriqué au sein même des étoiles, au cœur des étoiles, même pas à la surface, au cœur des étoiles. Et comme toujours, la générosité des étoiles ne vaut qu'au moment où elles meurent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'intérieur doit ressortir. C'est comme le gâteau que vous ressortez du four. Si vous le laissez dans le four, ça profite à personne. Et donc quand l'étoile explose, quand certaines étoiles explosent, eh bien tous ces débris, mais ce n'est pas du tout péjoratif, tous ces débris, le fer, le carbone, etc., qui ont été générés au sein même de l'étoile, eh bien c'est ça qui va servir de semence aux générations suivantes et en particulier permettre l'existence de la vie. Notre univers s'achemine-t-il inexorablement vers une fin certaine? Va-t-il lui aussi disparaître un jour? Et peut-on prédire son destin ultime? Il y a des évolutions comme ça, il y a des changements. Donc on voit apparaître effectivement des structures comme les étoiles, comme les galaxies, les amas de galaxies. Et donc effectivement, cette évolution-là, elle conduit, si on accepte les observations, elle conduit à une sorte de fin, de mort thermique. On s'est dit, tiens, ça a été très brillant au début, et puis petit à petit, ça se dilue, et donc voilà. Le Soleil lui-même va s'éteindre, et même si la Terre, même s'il ne s'éteint pas, la Terre telle qu'elle est, elle ne va pas rester longtemps comme ça, parce que la température moyenne qu'elle a, elle le doit à la radioactivité au centre de la Terre. Mais cette radioactivité va s'arrêter également, avant le Soleil, après, on ne sait rien. Donc dans quelques milliards d'années, de toute façon, même la Terre sera très froide et la vie serait extrêmement difficile. Donc la vie sur Terre ne sera pas éternelle. L'univers a un passé mouvementé. Aujourd'hui, nous pouvons en partie prédire son destin ultime. Nous savons qu'il n'est pas éternel. Ces étoiles lointaines et proches, dont notre Soleil, disparaîtront toutes un jour. Rien n'est immuable dans cet éblouissant ballet cosmique. Mais nous sommes aussi les fruits d'une formidable alchimie céleste. Quelque part dans ces immensités, l'univers a enfanté et nourri la vie qui va jusqu'à l'homme. En mourant, les étoiles les plus massives dispersent dans le milieu interstellaire les corps chimiques indispensables à la vie telle que nous la connaissons. Nous partageons tous, humains, animaux, plantes et minéraux, la même généalogie cosmique. Elle est notre héritage et notre destinée commune, qui fait de nous des poussières d'étoiles. L'histoire de la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est ponctuée par d'innombrables discontinuités. Bien avant que nous n'apparaissions, notre planète fut le théâtre de plusieurs cataclysmes dévastateurs qui ont entraîné la disparition d'innombrables espèces. Quel rôle a joué la mort à grande échelle dans l'histoire de la vie? Malgré leur caractère meurtrier, ces extinctions massives auraient-elles ouvert la voie à la diversité de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui? La mort à grande échelle aurait-elle été un des moteurs de l'évolution? Comment a-t-elle façonné le monde vivant? Toutes les espèces vont disparaître un jour ou l'autre, nous y compris d'ailleurs. En fait, la durée moyenne de vie d'une espèce dépend du groupe auquel elle appartient. Nous, par exemple, qui sommes des mammifères, en moyenne, on vit à peu près au niveau de l'espèce entre 1 million et demi d'années. Pour donner une petite idée, nous, on est là depuis 300 000 ans, donc si tout va bien, on a devant nous entre 700 000 ans et 1,2 million d'années devant nous avant que notre propre espèce ne disparaisse. Si toutes les espèces qui avaient vécu sur la planète existaient encore aujourd'hui, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Donc en fait, c'est la disparition de certaines espèces qui permet à d'autres
de se développer. Pourquoi? Parce que les ressources, et Dieu sait qu'on s'en rend compte aujourd'hui en tant qu'humain, les ressources de la planète sont limitées. Donc si on avait une profusion d'espèces qui mobilisent toutes les mêmes ressources, eh bien fatalement, on aurait une compétition qui conduirait de toute façon à de la disparition, ou en tout cas, il n'y aurait pas suffisamment de ressources pour toutes les espèces. Donc le fait qu'une espèce disparaisse va permettre de laisser la place à d'autres espèces qui vont prospérer, se développer dans les milieux qui sont libérés par les espèces qui disparaissent. Et c'est le principe de toutes les grandes extinctions. Il y a au cours de l'histoire de la vie de très nombreuses crises. Avant nous, il y en a eu 5 grandes crises, et la plus importante, c'est la crise Permien-Trias aux alentours de 250-252 millions d'années. À cette époque-là, une quantité énorme d'organismes vont disparaître, aussi bien en milieu marin qu'en milieu terrestre. Un peu plus de 70% de ce qui vit sur Terre, un peu plus de 90% de ce qui vit dans les mers disparaît. Donc on voit que c'est une extinction qui est massive. Et ces extinctions massives, en fait, finalement, à chaque fois, elles marquent la fin d'un monde. C'est un monde particulier qui disparaît, mais c'est aussi la naissance d'un nouveau monde. Puisque, toujours selon ces mécanismes, les espèces qui vont disparaître vont laisser un certain nombre de niches écologiques vides, d'autres espèces vont s'y aventurer, vont s'y adapter, vont s'y développer et vont y proliférer. Et elles-mêmes vont se diversifier. Donc finalement, à chaque fois qu'on a une grande crise, on se rend compte qu'il va falloir à peu près une dizaine de millions d'années quand même, ce qui est quand même relativement long, pour que la vie revienne, en tout cas que la diversité revienne au niveau où elle était avant la grande crise, mais ensuite elle va continuer à se développer de manière extrêmement importante. Depuis que la vie apparaît, si on ne regarde pas ces grandes phases de crise, finalement c'est une courbe qui est assez exponentielle. On voit que la vie se développe. Il y a quelques milliards d'années, l'apparition progressive de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre a généré une pollution massive et meurtrière pour les créatures anaérobies. Mais il se trouve que le vivant a transformé cette pollution en ressources. La vie serait-elle opportuniste et résiliente? Alors il y a un peu plus de 2,8 milliards d'années à peu près, les premiers grands pollueurs de la planète, ce n'est pas les humains n'existent pas, mais ce sont en fait des cyanobactéries. Ces cyanobactéries, dans leur métabolisme, elles vont utiliser un certain nombre de ressources, mais elles vont excréter, ce qui est un poison pour elles, l'oxygène. Et cet oxygène, il va avoir plusieurs conséquences. D'abord, ça va modifier complètement la nature de l'atmosphère terrestre. Et en particulier, cet oxygène qui au départ, il faut voir qu'au tout départ, la vie se développe dans l'eau, ces cyanobactéries, elles vivent dans l'eau, elles vont d'abord, en excrétant l'oxygène, saturer l'eau en oxygène, et une fois que l'eau est saturée en oxygène, eh bien cet oxygène, elle va monter vers la surface, et ça va remplir l'atmosphère, donc modifier complètement la composition initiale de l'atmosphère, et ensuite ça va arriver très haut dans l'atmosphère, jusqu'à la stratosphère et autres, et ça va finalement permettre le développement d'une couche particulière, qui est la fameuse couche d'ozone, dont on nous parle régulièrement. Et cette couche d'ozone, elle a une propriété extrêmement importante, c'est qu'elle sert de filtre contre les ultraviolets, et en particulier contre les ultraviolets B, qui sont extrêmement dangereux. Et donc finalement, ce poison au départ, qui a été excrété par ces organismes, ces micro-organismes, ces cyanobactéries, va permettre ensuite le développement de la vie, qui va utiliser cet oxygène comme combustible qui va lui permettre de fournir l'énergie finalement à un certain nombre de cellules. Et c'est ainsi que l'oxygène aujourd'hui est un élément qui est extrêmement important et que notre métabolisme et notre vie reposent aujourd'hui sur la présence de ce qui était au départ un poison excrété par des cyanobactéries. Donc on voit à quel point la vie s'est adaptée finalement et à quel point le vivant s'est adapté puisqu'il a utilisé ce qui était autrefois finalement un rebut pour son propre bénéfice et permettre du coup le développement d'un certain nombre de formes de vie dont nous sommes. Les milieux naturels sont de plus en plus fragilisés ou détruits par les activités humaines. Animaux et plantes disparaissent à un rythme jamais égalé. Pourquoi est-il aujourd'hui essentiel de préserver la biodiversité? L'histoire de ces grandes crises peut-elle nous apporter des éléments de réponse? Les causes de ces extinctions sont multiples. Il y a différents facteurs d'extinction. Selon les crises, on a des facteurs différents. Il y a les facteurs, je dirais, intrinsèques, liés à la planète elle-même, des modifications du niveau de la mer, par exemple, qui peuvent jouer, qui vont créer des continentalisations du climat, des modifications du coup sur les terres émergées. Le fait que le niveau de la mer baisse fait que les espaces disponibles pour les espèces marines qui vivent essentiellement sur la zone qu'on appelle le plateau continental, il y a moins d'espace, donc il y a plus de compétition entre espèces et donc il y en a qui disparaissent. Voilà. Et au niveau du continent, à ce moment-là, il y a une continentalisation du climat avec des
des contrastes de saison plus importants auxquels certaines espèces ne s'adaptent pas. Ça, c'est des facteurs, je dirais, un petit peu intrinsèques. Il y a également des facteurs qui sont liés notamment aussi à l'astronomie, des phases glaciaires, des périodes de grand froid, qui vont modifier de manière drastique, là encore, les environnements, puisque il va falloir que les espèces s'adaptent au froid. Ça, c'est lié à toute une série de grands cycles astronomiques qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Et puis, il y a tous les facteurs extraterrestres, tout ce qui peut arriver. Et effectivement, dans l'histoire de la planète, tout le monde a entendu parler de cette fameuse crise à la limite entre le Crétacé et le Tertiaire, avec cet énorme météorite de 10 km de diamètre qui est venu percuter la planète au niveau du Yucatan. Donc, il y a aussi ces facteurs-là qui jouent. Il faut imaginer que la biodiversité, c'est un avion. Et chaque rivet qui fixe l'aile sur le fuselage de l'avion, c'est une espèce. Et nous, nous sommes les pilotes de l'avion. Aujourd'hui, nous sommes clairement les pilotes. La preuve, c'est que nous sommes des super prédateurs dans tous les milieux. On est même en train, aujourd'hui, de coloniser les espaces, l'espace autour de nous, autour même de la planète. Donc nous sommes dans une position totalement dominante et nous sommes les chauffeurs. Nous sommes les chauffeurs de cet avion. Donc quand on enlève la biodiversité, c'est comme si on enlève un rivet. Donc on enlève un rivet, on enlève une espèce. C'est pas grave, un rivet, c'est pas bien grave. 2, 3, 4, 5, 6. Au bout d'un moment, l'aile, elle commence à vibrer. Et là, nous sommes au moment où l'aile, elle commence à vibrer. Et si on en enlève un de trop, tout s'effondre. Et le problème, c'est que comme nous sommes aux commandes, nous tombons avec. Et aujourd'hui, cette grande extinction à laquelle nous sommes en train d'assister autour de nous, nous en sommes clairement les responsables, mais nous en serons les premières victimes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de la disparition des espèces nous mobilise, parce qu'on a bien compris qu'au-delà des espèces de végétaux ou d'animaux qui vont disparaître, c'est notre propre espèce que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en danger. Depuis son origine, la vie sur Terre a connu 5 grandes extinctions, mais tel le phénix renaissant de ses cendres, elle a su rebondir. À chaque fois, le flambeau de la vie a vacillé, mais résisté. Résiliente, la vie a toujours réussi à reprendre son essor, donnant naissance à de nouveaux mondes. Dans une étonnante dynamique, la mort à grande échelle a stimulé l'émergence de nouvelles formes de vie toujours plus florissantes. Nous en sommes, avec toutes les espèces terrestres, les héritiers et les témoins. Les voies de l'évolution sont surprenantes, voire contre-intuitives. Car si l'on songe à l'énergie que déploie le vivant pour subsister, on peut s'interroger. N'est-il pas paradoxal que les processus et la dynamique qui créent la vie et la font perdurer n'aient pas éliminé le vieillissement et la mort par sélection naturelle? Comment expliquer cela? En d'autres termes, pourquoi les organismes vivants ne sont-ils pas naturellement immortels? Pourquoi meurt-on? Quelle est la nature de cette fatalité? Et quelle grille de lecture la théorie de l'évolution apporte-t-elle à cette question? S'il y avait dans une population un mutant capable de renouveler en permanence ses tissus et qui serait en quelque sorte immortel, eh bien un tel mutant serait capable de se reproduire indéfiniment, de transmettre ses gènes indéfiniment, et donc d'envahir la population. Manifestement, ce n'est pas ce qui se passe. On peut même dire que la sénescence et la mort sont largement répandues dans le monde vivant, aussi bien le monde animal que le monde végétal. Et c'est donc, là encore, un paradoxe qu'il faut résoudre quand on est un biologiste de l'évolution. Alors, il convient tout d'abord de rappeler que la sélection naturelle ne favorise pas directement la survie, elle favorise avant tout la reproduction. Et la survie, au même titre que d'autres traits, est simplement au service de la reproduction. Du coup, la vraie question à se poser, si la sénescence et la mort sont des traits sélectionnés, c'est en quoi la sénescence et la mort
peut maximiser la reproduction. Le corps de tout organisme vivant se détériore avec le temps, c'est une usure qui est inéluctable. Alors bien sûr, il y a des systèmes de réparation, le renouvellement cellulaire, la régénération de certains organes, la cicatrisation, mais tous ces processus sont coûteux, ils mobilisent des ressources. Plus on vieillit, plus les réparations sont importantes également. C'est un peu comme une voiture, hein. Au début, les réparations sont assez légères, mais plus le temps passe et plus la facture des réparations devient élevée. Eh bien, imaginez dans une population qu'il y ait deux types de stratégies, deux mutants. Une première stratégie consiste à vouloir systématiquement tout réparer, quoi qu'il en coûte. Et donc, évidemment, ceci va se faire tôt ou tard au détriment de la reproduction. Donc, un tel mutant va peut-être réussir à se renouveler en permanence, mais au détriment de sa reproduction. Par rapport à une autre stratégie qui consiste à moins bien réparer, mais pour toujours garder un budget de ressources qui soit possible à allouer à la reproduction. Eh bien, c'est cette deuxième stratégie qui va gagner en termes darwiniens, tout simplement parce qu'elle est associée à la transmission de gènes. Et donc du coup, on s'aperçoit que la qualité des réparations ne pourra jamais être maximale, elle sera toujours optimale et toujours en dessous de ce qu'il faudrait faire pour obtenir une réparation parfaite et potentiellement l'immortalité. Donc en fait, il faut bien considérer le rôle de l'environnement parce qu'il y a d'autres façons de mourir que par ses naissances. On peut être victime d'une maladie infectieuse, on peut être victime d'un prédateur quand on est une proie. Et donc quand vous êtes une proie par exemple, et que plus le temps passe, plus la probabilité d'être victime de prédation augmente, eh bien c'est une mauvaise idée en termes évolutifs de tout miser sur le renouvellement de vos tissus pour atteindre une longévité que vous n'avez aucune chance d'obtenir parce que vous serez mangé avant. Donc on s'aperçoit que l'environnement va façonner également ce qu'on appelle les traits d'histoire de vie pour que les organismes investissent dans une combinaison idéale de survie, de reproduction. C'est tellement plus facile de se reproduire de façon clonale. On n'a pas besoin de trouver un partenaire, on ne prend pas de risque d'attraper des maladies sexuellement transmissibles, de se faire manger par des prédateurs quand ce n'est pas la femelle qui nous mange comme chez les menthes religieuses. Et malgré toute cette facilité qu'il y a à se reproduire de façon clonale, l'immense majorité des espèces se reproduisent de façon sexuée. Donc c'est une énigme pour les biologistes de l'évolution et depuis plus de 50 ans, on cherche quels sont les bénéfices cachés pour expliquer que le sexe, qui est coûteux et dangereux, est quand même la règle. Et donc l'hypothèse qui semble la plus parcimonieuse à l'heure actuelle, c'est l'hypothèse dite de la reine rouge, c'est-à-dire qu'en fait il faut courir en permanence pour rester à la même place vis-à-vis des parasites. Les parasites évoluent très vite, ils ont des temps de génération courts, et si on était identique, si on se reproduisait de façon clonale, les parasites n'auraient aucune difficulté à s'adapter très rapidement à nous, et puis ça serait une extinction assurée. Donc en fait la seule possibilité que l'on ait évolutivement parlant dans ce système-là, eh bien c'est de produire de la nouveauté en permanence, de telle sorte qu'à chaque fois qu'un parasite arrive, c'est un nouveau challenge pour lui, et donc on arrive à perdurer comme ça. Donc il y a des très belles démonstrations sur des petits crustacés qui peuvent se reproduire de façon sexuée ou asexuée, des daphnies, et lorsqu'ils se reproduisent de façon asexuée, on s'aperçoit que les parasites qui infectaient les parents sont encore plus adaptés aux descendants, puisque l'espèce hôte n'a pas bougé, alors que le parasite, lui, s'est adapté. Et quand la reproduction est sexuée, et à chaque fois, c'est des nouvelles combinaisons, et à chaque fois, le parasite a du mal à infecter. Voilà, donc en fait, la reproduction sexuée, qui nous est chère, eh bien, est due à la base à un problème de résistance aux parasites. En fait, il y a plusieurs façons de se reproduire. Il y a une façon directe, quand on produit directement ses descendants, mais il y a également une façon indirecte, lorsqu'on favorise la reproduction d'individus qui nous sont apparentés. Donc en fait, dans des systèmes où il y a un apparentement très fort, eh bien, on a très fréquemment des suicides adaptatifs. Je vous prendrai l'exemple ici par exemple d'un petit puceron. Comme vous le savez peut-être, les petits pucerons, à la belle saison, se reproduisent de façon parthénogénétique et ils vont donner des individus identiques à eux-mêmes. C'est simplement à la fin de l'été qu'ils se reproduisent de façon sexuée. Ces petits pucerons peuvent également être victimes d'une petite guêpe, qu'on appelle un parasitoïde. Et le puceron qui reçoit un œuf, lui, de toute façon, ne se reproduira jamais. Il est donc mort, évolutivement parlant. Et si la petite guêpe arrive à se développer correctement dans ce puceron, eh bien, elle va ensuite émerger. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller piquer d'autres pucerons aux alentours, et évidemment en commençant par ceux qui sont apparentés à sa première victime, puisqu'ils seront plus proches.
Eh bien, dans les populations où la pression exercée par ce parasitoïde est extrêmement forte, les pucerons qui sont infectés vont commettre un acte suicidaire. Alors, ils ne vont pas foncer droit vers une coccinelle, c'est un peu plus compliqué. En fait, ils vont sauter dans le vide, ce qui est l'assurance d'une mort par dessiccation, puisque c'est dans un environnement souvent extrême. Et par ce geste, entre guillemets, héroïque, eh bien, le puceron va tuer la guêpe en développement à l'intérieur, hein, et donc épargner sa progéniture. Donc, en se tuant, il va favoriser la transmission de ses gènes grâce à la reproduction de tous les individus qui lui sont apparentés du fait de ce système de reproduction extrêmement particulier. Mais alors pourquoi certaines créatures, comme notre petite méduse, semblent-elles échapper à cette réalité universelle ? Alors, il est vrai qu'il existe une grande variabilité dans les durées de vie des organismes vivants. Certains ont des records tout à fait intéressants, notamment les hydres, hein, qui sont des organismes que l'on qualifie souvent d'immortels. Alors, c'est quand même un petit peu exagéré. Il n'y a pas d'organisme qui soit réellement immortel. Ils finissent tôt ou tard par mourir, mais c'est vrai que certains ont des longévités absolument extrêmes. Donc, ces organismes-là, très souvent, sont simples. C'est-à-dire que les systèmes de réparation que j'évoquais tout à l'heure, sont relativement efficaces parce que l'organisme est extrêmement simple. Une hydre, c'est vraiment à la base des organismes multicellulaires. Et puis on s'aperçoit, grâce aux découvertes scientifiques, souvent ils possèdent des cellules souches indifférenciées qui sont particulièrement actives, des systèmes de réparation de l'ADN qui sont également très actifs. Et donc en fait tout ceci a été sélectionné parce que l'environnement correspond également à ce genre d'adaptation. La biologie de l'évolution nous offre un cadre conceptuel privilégié pour comprendre la vie et la mort. Dans cette dynamique, la priorité n'est pas la survie potentiellement éternelle de l'organisme, mais son succès reproductif. Autrement dit, si nous sommes mortels et non immortels, c'est parce que l'évolution fait en sorte non pas de préserver la vie, mais de la perpétuer. Tel est le paradoxe de notre finitude. Notre planète abrite une biodiversité d'une richesse prodigieuse. Dans cette communauté d'organismes qui constituent les écosystèmes, plantes, animaux, champignons, bactéries dépendent les uns des autres. Aucune espèce ne peut vivre seule. Comment la mort s'insère-t-elle dans le grand cycle du vivant ? Quelle place y occupe-t-elle ? Vie et mort sont-elles inextricablement liées dans les écosystèmes ? L'écosystème est composé de deux parties. Une partie vivante et une partie non vivante. La partie vivante, c'est l'ensemble des espèces et des communautés. On appelle ça la biocénose. Et puis, le non vivant, c'est l'ensemble physique et chimique, qu'on appelle le biotope. Donc, l'écosystème est formé de deux parties, biocénose et biotope. Mais entre les deux, il existe des vases communicants qui font qu'une partie de la biocénose, à un moment donné, va passer dans le biotope, et une partie du biotope va passer dans la biocénose. Et ces vases communicants, ils sont possibles grâce à quoi ? Grâce à la mort. La mort est l'intermédiaire entre le vivant et le non-vivant, entre la biocénose et le biotope. Et c'est comme ça que l'écosystème fonctionne. L'écosystème fonctionne, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le fonctionnement de l'écosystème. Si le vivant ne restituait pas une partie des éléments chimiques qu'il a immobilisé pendant sa vie, pendant sa croissance et son développement, eh bien, l'écosystème ne pourra pas fonctionner. Il y a un exemple frappant de l'intérêt de la mort, ou en tout cas du passage du vivant dans le non-vivant, donc ce vase communicant, en forêt. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une réserve biologique intégrale dans la forêt de Fontainebleau. Et cette parcelle de forêt laissée en libre évolution était composée de chênes. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les arbres qui sont faibles, ou les arbres qui sont malades, ou les arbres qui sont vieux, à un moment donné, vont être soit cassés, soit déracinés. Et ça va créer une trouée dans la canopée où une partie du plancton aérien, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes et des graines, tout ce qui se balade dans l'air, va pouvoir pénétrer dans la forêt. Le hêtre est arrivé, il est un plus grand compétiteur vis-à-vis de la lumière que le chêne, et le hêtre a dépassé le chêne, il a fini par exclure le chêne,
Et donc le chêne, maintenant, il n'y a que quelques chênes dans la parcelle et tout le reste, c'est du hêtre. Voilà, donc on est parti avec du chêne. Et ce chêne-là, la mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné l'opportunité pour un changement. On reste dans la forêt, c'est toujours un écosystème forestier, mais c'est plus les mêmes. Le regard de la mort dans le vivant est intéressant si on regarde les végétaux. Les végétaux, les plantes en particulier, elles ont des cellules qui vont devoir devenir fonctionnelles une fois qu'elles seront mortes. C'est des cellules de soutien au tissu de plantes. Par exemple, le sclérenchyme, c'est constitué de cellules, et alors ces cellules, elles ont une particularité. Elles ont, au cours de leur développement, elles deviennent de plus en plus imperméables. Il n'y a rien qui peut rentrer, rien qui peut sortir de ces cellules. Et alors, des cellules qui sont imperméables, c'est des cellules qui meurent. Et des cellules qui meurent, ces cellules-là, en devenant imperméables, eh bien, elles vont devenir dures et elles vont constituer des tissus de soutien de la plante. Et alors après, on a besoin de ça pour aller vers le vertical. Sinon, les plantes n'auraient jamais pu aller vers la hauteur, évidemment. Et puis l'exemple type, ce sont les arbres, évidemment, avec les ligneux, mais même les herbacées. Donc ces plantes, elles arrivent à grimper simplement parce qu'elles ont des tissus qui deviennent fonctionnels, des tissus de soutien, quand les cellules sont mortes. Là, je vous amène, on quitte la forêt et on va dans l'océan. Et dans l'océan, il y a des microalgues. Les microalgues multipliées des milliers et des milliers de fois. Et donc, lorsqu'on a ces efflorescences, on appelle ça des blooms. Eh bien, à un moment donné, soit les blooms collapsent, c'est-à-dire la plupart des microalgues meurent toutes seules, mais il y a un autre cas, c'est que lorsqu'il y a des microalgues, il y a leur virus. C'est-à-dire que les microalgues ont leur propre virus. Et alors que le virus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il raccourcit la vie du bloom, la vie de l'efflorescence. C'est-à-dire, à un moment donné, ça va être beaucoup plus court et le bloom va s'effondrer. 99% des microalgues vont mourir, vont être tués par le virus. Et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, les écailles en calcite, en calcaire, c'est lourd, eh bien, vont tomber au fond de l'océan. Donc, on va avoir quoi? On va avoir de la photosynthèse qui a capté du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et ce carbone, ensuite, il va se retrouver minéralisé et plongé au fond de l'océan. Ça va constituer un piège à carbone. Et ce piège à carbone, il a une importance capitale dans le fonctionnement de l'écosystème parce que ça fait sortir le carbone des cycles biogéochimiques, des cycles naturels du carbone, mais surtout, et en plus aujourd'hui, ça permet en tout cas de réduire un peu la quantité de CO2 de l'atmosphère grâce à la mort des microalgues tuées par les virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le virus régule le cycle biologique des microalgues. Les microalgues ont un cycle biologique, elles font des blooms, et lorsque les blooms sont finis, ensuite elles vont se reproduire. Et ainsi de suite. Et le virus, en fait, il n'est pas là, mais l'effet du virus, c'est de raccourcir ce cycle, et donc de réguler le cycle biologique de la microalgue. Mais en régulant le cycle biologique de la microalgue, il régule également autre chose. Il régule quoi? Il régule ce qui se passe au niveau de la planète, c'est-à-dire la concentration du CO2 dans l'atmosphère, l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. On peut dire que ce virus-là a un effet sur le réchauffement climatique. Comment la mort permet-elle aux organismes de s'adapter dans certains milieux parfois hostiles? L'océan, c'est un désert. C'est un désert et il y a des raisons pour ça. C'est pas un désert sur les côtes, mais c'est un désert loin des côtes. Pourquoi? Eh bien parce que pour faire la photosynthèse, pour créer de la biomasse, les microalgues ou les algues, tout court, ont besoin, comme les plantes, elles ont besoin de fer. Et le fer, ça c'est indispensable à la photosynthèse. S'il n'y a pas de fer, il n'y a pas de photosynthèse. Voilà. Si jamais on n'avait pas de fer dans la forêt ou dans la prairie, il n'y aurait pas de prairie, il n'y aurait pas de forêt. Donc le fer est indispensable et également dans les océans. Le problème, c'est que le fer arrive dans les océans par les fleuves et par les vents. Et donc les vents et les fleuves arrivent au niveau des côtes et vont pas beaucoup plus loin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que offshore, c'est-à-dire loin des côtes,
il n'y a pas beaucoup de fer, et donc il n'y a pas beaucoup de photosynthèse, et donc il n'y a pas beaucoup de biomasse. Et s'il n'y a pas de biomasse végétale, puisque ce sont des algues, des microalgues, eh bien il n'y a pas de consommateurs. Les poissons ne vont pas venir manger là où il n'y a rien. Et donc s'il n'y a pas de petits poissons, il n'y aura pas les plus gros, et ensuite il n'y aura pas de réseau trophique. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un désert trophique. Voilà. Et lorsque des baleines ou dans des grands mammifères marins, ou même des grands poissons, traversent ces zones. Ils ne vont pas se nourrir dans ces zones, mais ils les traversent pour migrer, par exemple. Hein. Et puis, quelquefois, oui, il y a la mort qui est là. Et lorsqu'une baleine meurt, elle tombe évidemment sur le fond de l'océan ou de la mer où elle se trouve, et là, va créer une oasis. Une oasis dans un désert. Une oasis de quoi? De matière organique. Et il y a plein de vie qui va se mettre en place. En fait, c'est pas un écosystème, mais il va se créer un milieu où il y aura plein de vie qui vont venir se développer sur le corps de la baleine. Dans la nature, partout et jusqu'au fond des océans, il ne peut pas y avoir de renouveau sans au préalable un processus de décomposition. La nature recycle tout ce qu'elle produit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La mort participe à l'équilibre des écosystèmes en nourrissant le grand cycle de la vie. L'exemple des baleines mortes est emblématique à ce sujet. Elles tombent au fond des océans et nourrissent, jusqu'à l'ultime fragment de matière organique, des organismes qui vivent dans ce milieu improbable soumis à des pressions inimaginables. Une connivence existe entre la vie et la mort, laquelle joue un certain rôle dans son renouvellement et sa diversification. Mais la mort agirait-elle également à un niveau plus subtil, d'une façon imperceptible et méconnue? Pourrait-elle révéler un visage plus insolite, plus positif que celui que nous lui connaissons habituellement? Une des propriétés du vivant est une puissance interne de transformation. Quel rôle la mort y joue-t-elle? On part de l'idée que la mort est l'antithèse de la vie, que la mort est la négation de la vie. Et les recherches issues du champ de la biologie remettent en cause ce dogme, puisqu'il ne s'agit plus de mort qui s'opposerait à la vie, mais d'une mort qui permet de sculpter la forme interne et la forme externe des organismes en développement, et une mort qui a également des rôles au cours de la vie adulte chez ces organismes. Il s'agit d'une mort sans laquelle la vie n'est pas possible. Et on peut même aller plus loin. Il s'agit d'une mort qui permet le versant créatif de la vie. Cette mort va agir comme un sculpteur. Mais avant d'en arriver là, il a fallu parcourir un long chemin. Et ce long chemin, c'est la remise en question de deux idées qui étaient très fortement ancrées jusqu'au milieu du XXe siècle. L'idée que la mort ne serait que le terme d'un destin biologique, sa finalité, et l'idée que la mort serait uniquement extérieure à la vie, serait un processus qui n'aurait rien à voir avec la vie. Et donc il a fallu surmonter au fil du temps ces deux préconceptions très fortement ancrées. Les recherches issues de la biologie, donc après la mise au point des microscopes et les premières descriptions des phénomènes de mort cellulaire, ont conduit à la compréhension que cette mort cellulaire, elle présentait un caractère programmé, donc à la fois dans l'espace et dans le temps, avec des cellules qui pouvaient mourir dans la queue du tétard lors de la régression, à certains moments précis du stade de développement de ce batracien. On a la même chose avec la régression des follicules ovariens chez la souris ou chez d'autres mammifères. Donc on a cette idée d'engrammation, de programmation de la mort qui commence à émerger chez les biologistes, et à partir de là, le chemin est très court pour que, conceptuellement au moins, on se mette à définir la mort cellulaire comme étant un phénomène qui est partie prenante de la vie. Mais en réalité, il a fallu attendre plus d'un siècle pour que vienne se poser la première dénomination sur ce phénomène de mort cellulaire, d'autodestruction, de mort cellulaire programmée, de suicide cellulaire programmé. Et ce terme, c'est celui d'apoptose, chute des feuilles en automne, un terme grec, qu'on retrouve dans l'Iliade et l'Odyssée d'ailleurs, sous une forme un peu littéraire. Ce terme est repris
par ces chercheurs et qui proposent de l'appliquer en fait à ce concept de mort cellulaire programmée. Doit-on en déduire que la vie est capable d'utiliser la mort contre la mort? Alors la vie n'est pas capable d'utiliser la mort contre la mort. La vie utilise la mort pour elle-même, donc pour la vie. Et c'est ce que décrit très bien Jean-Claude Amezen. C'est la quintessence de son ouvrage majeur, La sculpture du vivant, publié en 1999, où Amezen brosse le portrait d'une mort qui n'est plus comme étant extérieure à la vie, mais comme partie prenante de la vie, comme mécanisme interne, vital. Et donc c'est absolument paradoxal. Pour illustrer mon propos, je peux abattre cette carte avec un squelette décharné qui bêche. Mais le squelette est décharné. Et tout le mouvement et toute la pensée de Jean-Claude Amezen, ça a été d'introduire une chair autour de ce squelette. Le squelette n'est plus mortifère. Il devient vitafère. Il bêche le champ de la vie. Il fait partie lui-même de la vie. Ce qu'a décrit Jean-Claude Amezen de manière extrêmement précise, détaillée, synthétique, érudite, sont tous les exemples qui permettent de penser la mort comme étant un processus vitafère et non plus mortifère. Et Amezen énumère les exemples, va les égrener. Au cours du développement, il explique que la mort cellulaire programmée est le processus qui va sculpter, et c'est le terme le plus important, c'est le processus qui va sculpter la forme interne et externe. Donc au cours du développement embryonnaire et fœtal, on a tout un ensemble d'exemples. L'apoptose, la mort cellulaire programmée va creuser les cavités, le cartilage, les os, va permettre la disparition des ébauches, notamment les cellules du sexe opposé, enfin, des organes génitaux du sexe opposé, la disparition d'une queue vestigiale. Lors du développement, nous sommes équipés pourvus d'une queue qui disparaît et la régression de la queue se fait par apoptose. Mais l'exemple qui est sans doute le plus emblématique et le plus connu, c'est celui de la disparition des cellules interdigitales. Et donc ça, Amezen le dit très bien, au cours du développement embryonnaire et fœtal, on a d'abord des mains et des pieds qui ressemblent à des moufles, à des palmes. Et l'apoptose, la mort cellulaire programmée, va s'occuper de faire disparaître les cellules qui se situent entre les doigts et les orteils. Et va également par ailleurs s'occuper de sculpter les contours de la main. Et c'est ce qui permet, dans l'espèce humaine, la genèse d'un organe préhensile qui s'occupera de manipuler des objets techniques. Et donc là, on comprend tout de suite ce qui peut se passer en termes de gains évolutifs pour l'espèce humaine. La genèse d'une forme qui permet la manipulation des objets techniques. Et ce qu'on peut aussi inférer par rapport à cet exemple, c'est que c'est la démonstration du rôle morphogénétique de la mort cellulaire. Morphogénétique, morphos, génésis, un rôle dans la production des formes. C'est le rôle majeur de l'apoptose et des autres types de mort cellulaire programmée au cours du développement embryonnaire et fœtal. Mais on a aussi des rôles qui se déploient tout au long de la vie de l'organisme. La mort cellulaire programmée, c'est ce qui permet les menstruations chez la femme, selon un calendrier lunaire. C'est ce qui permet de réguler l'abondance relative des populations de globules blancs dans le sang. C'est ce qui permet la régression des ganglions lymphatiques. Lorsqu'on est infecté, on développe des petits ganglions qui disparaissent par apoptose, dont la taille diminue suite à un processus de mort cellulaire programmée. On a également la régulation de la quantité de globules rouges qui va dépendre du taux d'oxygène dans le sang. Donc tout un ensemble d'exemples qui montrent que la mort cellulaire programmée, l'apoptose, joue des rôles critiques au cours du développement et lors de la vie adulte, et que la mort, par ce biais, va exercer son rôle de sculpteur du vivant. La mort n'est plus uniquement le terme d'une destinée biologique, de celle d'un individu, d'un animal, même d'un végétal, et la mort ne peut plus être considérée comme étant extérieure à la vie. La mort est devenue partie prenante de la vie. Elle travaille le champ de la vie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la mort cellulaire programmée exerce un rôle de contrôle, en fait, du degré
sanitaire, on va dire, des populations de cellules. Et la mort cellulaire, et l'apoptose en particulier, c'est le processus qui est chargé d'éliminer les cellules qui sont dysfonctionnelles, qui sont anormales ou qui ne sont plus nécessaires, comme lors des menstruations. Ces cellules doivent disparaître. Lorsque le processus de mort cellulaire programmée devient déficient ou se dérègle, on a des conséquences funestes pour la survie de l'organisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi bien un excès de mort cellulaire qu'un déficit de mort cellulaire va se traduire par des conséquences funestes pour la survie de l'organisme. La mort est habituellement perçue comme l'ultime étape signant la fin de notre existence. Mais les recherches sur l'apoptose ont remis en question cette perspective. La mort n'est pas uniquement le terme d'un cycle vital, mais un processus qui participe silencieusement, et dès les premiers jours suivant notre conception, aux métamorphoses successives de notre forme en construction. Cette petite mort de certaines cellules contribue à sculpter et à façonner les organismes vivants. Ainsi comprise, la mort a deux visages, tel le dieu romain Janus. Elle est destruction créatrice, à la fois bénéfique et délétère. Une des leçons que l'on peut tirer de l'évolution par rapport à l'humanité, c'est que nous sommes simplement une espèce parmi d'autres. Nous appartenons à ce grand livre du vivant et donc nous sommes régis par les mêmes règles. L'écosystème ne peut pas fonctionner uniquement sur le vivant. Il ne peut pas fonctionner uniquement sur le mort. Il fonctionne sur les vases communicants entre le vivant et le mort. Le rôle de la mort, finalement, c'est de permettre le développement de la vie. Il faut que quelqu'un disparaisse pour que quelqu'un puisse le remplacer. C'est le moteur du développement de la vie et c'est le moteur qui permet à la fois le développement de nouvelles espèces, mais l'adaptation des espèces et également la mutation des espèces et donc l'apparition de nouvelles espèces. Donc finalement, sans la mort, il n'y a pas de vie. Il faut qu'il y ait du vivant qui fasse de la biomasse et qu'une partie de cette biomasse soit restituée au milieu par l'intermédiaire de la mort, voilà, pour créer le vivant. Il n'y a pas de mort, il n'y a que la vie. Et si on considère la mort comme étant au service de la vie, elle vient s'additionner aux autres pouvoirs de la vie, aux autres facultés de la vie, qui sont l'auto-organisation, l'auto-renouvellement, l'autorégulation, et on aurait l'auto-effacement. La mort ne serait qu'une carte d'un jeu de tarot qui serait celui de la vie. La mort, c'est peut-être ce qui empêche la vie de tomber dans l'ennui. J'essaie de temps en temps d'imaginer que je suis éternel. Je n'aurai pas de défi, je n'aurai pas de challenge. Demain serait, pourquoi pas après-demain. Donc peut-être que la mort, c'est ce qui empêche la vie de tomber dans l'ennui. Si immortalité veut dire immuable, effectivement, il y a une incompatibilité totale, puisqu'en fait, un organisme, par définition, ne pourra pas être adapté s'il est incapable de changer, alors que lui, l'environnement va changer. Donc en fait, dans un environnement changeant, un organisme qui, lui, n'évolue pas, eh bien, il est condamné. Évolutivement parlant, tôt ou tard, il va disparaître. Donc il est obligé soit de changer lui-même, soit de produire des descendants qui seront différents. Ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, la mort, elle existe à tous les niveaux. Elle existe à tous les niveaux, et chaque fois qu'il y a mort, il y a renouvellement derrière. C'est ça qui est important, c'est que la mort est intrinsèque à la vie, et que la vie est de toute façon liée à la mort. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. S'il n'y a pas de vivant, il n'y a pas de mort. On peut faire, d'une manière allégorique, parler de la mort comme d'une métamorphose. Et finalement, l'univers, c'est ça. C'est le fait que tout interagit d'une manière extrêmement continue. La mort est un facteur de pérennisation. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas de restitution vivant, il n'y aurait pas de construction du vivant et il n'y aurait pas de génération. Et la biosphère n'aurait pas pu évoluer comme elle l'a fait jusqu'à présent. On a tendance à opposer vie et mort, et à partir du principe que ces deux concepts sont irréconciliables, sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'un biais cognitif. À chaque fois que le cerveau humain s'intéresse à un problème, il dichotomise, il binarise, il crée des couples d'opposés, le haut, le bas, la gauche, la droite, le soma, germaine, software, hardware, tout est divisé et fendu en deux. Et donc, logiquement, on sépare la vie et la mort comme on sépare l'être et le non-être. Mais en réalité, quand on essaie d'intégrer cette dimension de mort créatrice, on ne peut plus faire ça. Il faut trouver une porte de sortie de la dualité. Le dualisme ne tient plus. La mort n'est pas vue comme la grande faucheuse.
Elle serait plutôt vue comme la semeuse qui fait germer le vivant. Elle est peut-être de manière principielle une métamorphose. Et là me vient à l'esprit le mot de Paul Éluard, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Depuis toujours, vie et mort entretiennent des liens étroits dans une relation tumultueuse et néanmoins féconde que nous peinons à définir. Nous sommes tentés de ne voir dans la mort que la négation de la vie. Mais l'existence est une danse longue et subtile, une chorégraphie inouïe entre l'une et l'autre qui émerveille et déconcerte tant par sa beauté que par sa complexité. La vie est création, innovation, mais elle est aussi rupture et dissolution. La mort est sa complice, ne serait-ce qu'au travers du couple prédateur-proie. La vie se nourrit de la vie, et pour que la vie soit, il faut que la mort soit également. Nos existences et celles de l'univers lui-même se déploient ainsi en une succession de 1001 métamorphoses. Nous ne pourrons sans doute jamais épuiser l'insondable mystère de la mort. Devrons-nous nous contenter, avec Emmanuel Levinas, de penser le sens de la mort non pour la rendre inoffensive ni la justifier, mais pour montrer le sens qu'elle confère à l'aventure humaine? Aventure extraordinaire que nous partageons avec la communauté du vivant depuis plus de 4 milliards d'années.